Bienvenue dans Arte Reportage. Donald, président. Tandis que le monde assiste à l'ascension fulgurante du milliardaire populiste qui incarne une Amérique triomphante, nous allons jeter un œil derrière ce cirque électoral. Le dernier salut pour une armée de sans-abri. En leur procurant un toit, le projet Housing First donne pour la première fois une vraie chance à ceux qui dorment dans la rue de renouer avec leur ancienne vie. Cap à l'Est d'abord, à Pékin. Le Parlement s'apprête à voter son nouveau plan quinquennal qui confirme deux événements déjà entrés dans les faits. La fin de la croissance à 2 chiffres et l'abandon de la politique de l'enfant unique. Lancée il y a 35 ans, c'était a priori un succès. Elle a permis d'éviter 400 millions de naissances et nombre de famines. Mais d'autres problèmes apparaissent aujourd'hui. La population vieillit dramatiquement, les usines manquent de main-d'œuvre et l'économie de consommateurs. Et surtout, la Chine manque de femmes. Le pays compte déjà un surplus de 30 à 40 millions d'hommes du fait des avortements sélectifs liés à la préférence traditionnelle pour les garçons. Dans les campagnes, surtout, les célibataires frustrés sont légion et de plus en plus de femmes y sont enlevées ou bien tout bonnement achetées à l'étranger. En désespoir de cause, un économiste pékinois suggérait même récemment d'autoriser les épouses à avoir plusieurs maris. Et comme nous le montre Marjolaine Grapp de Orient Express, il y a plus absurde encore dans ce pays sans femmes. Elle sort tout juste du moule. Son nom, 158, pour sa taille, 1,58 m. Dans quelques heures, elle aura un visage, des cheveux, des yeux bruns ouverts. 158 est une poupée de silicone, créée parce que la Chine fait face à une pénurie de femmes. Cette usine du nord-est du pays les fabrique en série. On est beaucoup trop d'hommes en Chine par rapport au nombre de femmes. C'est une super opportunité pour faire des affaires. Il y a de plus en plus d'hommes célibataires qui n'arrivent pas à trouver de femmes et qui sont désespérés. Alors nous, on a décidé de fabriquer pour eux des poupées grandeur nature. Ces hommes sont prêts à y mettre le prix parce que l'alternative, c'est de rester seuls toute leur vie. Les chiffres donnent raison à l'industriel. Depuis 35 ans en Chine, il naît chaque année beaucoup plus de garçons que de filles. Ces visages de silicone sont ceux d'une crise qui menace la stabilité du pays. La province du Henan est la plus peuplée de Chine. Celle aussi où il manque le plus de filles. Lan Sui est né ici, dans le village de Gangzhuang, il y a 32 ans. Il a dépassé depuis longtemps l'âge auquel on se marie dans ces campagnes. Mais Lan Sui ne trouve pas de femme. Il vit avec ses parents. Je suis tellement pressée. Faut qu'il nous ramène une belle fille. Pourquoi? Vous savez quel âge a notre fils? On va devenir quoi, son belle-fille? On va pas travailler éternellement. C'est ma responsabilité. Je suis leur fils. L'avenir de notre famille repose sur mes épaules. Lan Sui n'est pas le seul à chercher une épouse. Gangzhuang est ce qu'on appelle un village de célibataires. Il y en a des centaines dans la région. Il n'y a plus de filles à marier. En 1979, la Chine impose la politique de l'enfant unique ici, comme dans tout le pays, pour éviter la surpopulation. Mais les autorités n'ont pas anticipé qu'à la campagne, tous veulent un fils pour le travail des champs. Les naissances ont été contrôlées de plus en plus strictement à partir des années 80. Peu à peu,
les couples n'ont eu le droit qu'à un seul enfant. C'est là qu'on a commencé à éliminer les filles et ne garder que les garçons. Quand le fœtus avait 2 ou 3 mois, l'hôpital pouvait détecter le sexe de l'enfant. Quand c'était une fille, on ne la gardait pas. C'est aujourd'hui interdit. Les médecins n'ont plus le droit de révéler le sexe avant la naissance. Mais certains se laissent convaincre pour une poignée de yuan. Sur les murs des villages, des slogans tentent d'empêcher l'élimination des filles. Cette préférence pour les garçons est ancestrale. Ici, on dit qu'élever une fille, c'est cultiver le champ d'un autre, parce qu'elles vont vivre dans la famille de leur époux à leur mariage. Les couples veulent un garçon pour s'occuper d'eux dans leurs vieux jours et perpétuer leur nom. L'élimination des filles continue dans l'ombre. L'an dernier encore, 116 garçons sont nés pour 100 filles en Chine. Comme il n'y a plus assez de femmes, c'est la surenchère. Maintenant, il faut avoir une maison en ville et de l'argent. Il faut plus de 70 000 € pour convaincre une femme de vous épouser. C'est trop cher pour des paysans comme nous. Lan Sui vit du travail des champs et de petits boulots sur des chantiers de construction. Aucune fille n'a jugé qu'il ferait un bon parti. Ici, les garçons se marient à 23-24 ans. Je me suis inquiété quand j'ai eu 27 ans. À force de ne pas trouver de femme, je sens mon cœur vide. Quand je rencontre des copains mariés, j'ai honte de parler. J'ai l'impression de ne pas avoir de visage. Ils ont mon âge. Eux vivent. Et moi, je cherche toujours une femme. Dans le village, plusieurs célibataires sont partis à l'étranger, en Birmanie, au Vietnam, aux Philippines, au Laos. Là-bas, ils ont trouvé une épouse. À chaque fois que je vois un homme revenir marié à une étrangère, j'y pense. C'est tellement loin. Je ne suis jamais allé là-bas. Mais si eux ont réussi, c'est peut-être ma dernière chance. Ces hommes, sans femme, les Chinois les appellent les guangun, les branches mortes, qui ne porteront jamais de fruits. Beaucoup vont tenter leur chance en ville. Chaque jour, des milliers de jeunes célibataires quittent leur campagne et rejoignent le delta des Perles, dans le sud du pays. La fabrique du monde. 60 000 usines qui emploient 3 à 4 millions de personnes. Des jeunes qui travaillent nuit et jour tout en tentant de trouver l'âme sœur. Dans cette usine qui fabrique des téléphones portables et des clés 3G, des petites mains qui ont toutes moins de 30 ans. Elles travaillent à la chaîne, 8 heures par jour, à des milliers de kilomètres de chez elles. Comme Xiao Yang. Il a 24 ans, il vient d'un village de célibataires. Je répare chaque pièce qui est défectueuse. Ça fait 4 ans. Ce n'est pas la vie dont je rêvais, mais je m'y fais, peu à peu. Je me dis que j'apprends des choses, que ça me fait de l'expérience. Ça me permettra peut-être un jour d'ouvrir mon propre magasin de réparation de téléphones portables. Sur les lignes d'assemblage, les couples se font et se défont. Tout le monde veut rencontrer une fille. Il faut que je sois plus courageux pour faire la différence par rapport aux autres. Je suis un peu timide. Les filles ont longtemps été majoritaires sur les lignes de production, mais peu à peu ici aussi la tendance s'inverse. La pénurie a atteint le delta des Perles. Elle commence même à avoir des répercussions sur le fonctionnement de l'usine. Il y a 2 ans, nous employons 70% de filles. Aujourd'hui, elles ne représentent plus que la moitié de la main-d'œuvre. Le changement est frappant. En seulement 2 ans, on a vu de nos propres yeux les hommes devenir plus nombreux que les femmes. Et c'est un problème pour une usine comme la nôtre.
Parce que les hommes ne travaillent pas aussi bien que les femmes dans l'électronique. Ils sont moins précis, ils apprennent moins vite et on a de plus en plus de problèmes de discipline. Ces hommes se battent pour un rien, ça arrive tout le temps. Du coup, on réfléchit à les remplacer par des robots. Leur frustration et leur solitude, ces jeunes ouvriers les comblent pendant leur pause avec leur téléphone portable. 4 ans que la vie de Xiaoyang se résume à des allers-retours entre les lignes d'assemblage, son dortoir et la cantine, sans pour l'instant réussir à attirer l'attention d'une de ses collègues. Quand on court après une fille, on sait qu'il y aura une file d'attente. C'est comme ça depuis le collège. Pour une fille mignonne, il y a 3 ou 4 garçons qui se battent. Les attouchements et les violences sexuelles sont de plus en plus nombreux dans les usines. Toute cette attention, est-ce que ça vous dérange ? Oui, surtout ceux qui insistent. Je refuse à chaque fois, mais rien n'y fait. Ils m'invitent parfois à sortir. Je leur dis que je n'ai pas le temps. Maintenant, nous les filles, on peut être plus exigeantes. Si la famille de l'homme est pauvre, on ne va pas choisir cette vie. Xiaoyang gagne 600 € par mois. Ni pauvre, ni riche, il espère convaincre l'une de ses femmes de lui donner sa chance grâce à ses talents de basketteur. Il fait partie de l'équipe de l'usine. Il est l'un des meilleurs joueurs. J'ai eu une copine. On s'est séparés en 2009. Ça fait 5-6 ans. C'était mon premier amour. La période la plus heureuse de ma vie. C'est elle qui m'a quitté parce que elle n'a pas pu résister à la tentation. Quand on a fini le lycée technique, elle a rencontré plein d'hommes plus qualifiés que moi. Elle avait tellement de prétendants. Mes parents, ma famille, tout le monde me demande ce que je fabrique. Pourquoi je suis toujours célibataire? À chaque fois que je rentre chez moi pour les vacances, autour de la table, c'est le seul sujet de discussion. Parfois, je me dis qu'il faut que je me remette complètement en question, qu'il faut que je trouve une copine à tout prix, aussi vite que possible. Mais en même temps, je me rends bien compte qu'il faut surtout que je travaille pour gagner plus d'argent, parce que sans ça, jamais une fille ne voudra de moi. Les autorités chinoises ont étudié le problème. Il y aurait 30 à 40 millions d'hommes en trop. Elles prédisent que dans 5 ans, un jeune Chinois sur 5 sera incapable de se trouver une épouse. Liu Bing, lui, s'est marié en 2008. Mais sa femme a disparu 1 an plus tard. Pendant 5 ans, il a sillonné la Chine au volant de sa voiture pour tenter de la retrouver. Nous nous préparions à ouvrir un restaurant ensemble. Ne la voyant pas arriver, un jour, à midi, j'ai commencé à m'inquiéter et je suis parti à sa recherche. J'ai trouvé notre voiture abandonnée. Nous avons cherché ma femme partout, jusque dans les montagnes, pendant plus d'1 semaine, sans succès. Je ne veux pas croire qu'elle soit juste partie. Elle n'a rien pris avant de quitter la maison. Pas d'argent, même pas ses papiers d'identité. Rien. Liu Bing a fait toutes les stations de police, les hôpitaux et les morgues de la région. Il a même promis une récompense de 8 000 €, toutes ses économies. Il pense que s'il n'a pas encore retrouvé ni sa trace ni son corps, c'est que sa femme est prisonnière dans les montagnes, qu'elle a été volée par un autre homme. J'ai découvert que dans les zones reculées, de plus en plus, les hommes kidnappent des femmes. Tout le village est complice, les surveille. Elles n'ont aucun moyen ni de contacter le monde extérieur pour dire qu'elles sont toujours en vie, ni de s'enfuir. Leur nouveau mari les garde jalousement. Liu Bing et sa femme venaient d'avoir une petite fille. Pendant que son père tentait de retrouver sa mère, Choting a été élevée par ses grands-parents maternels. Elle vient d'avoir 7 ans. Là, c'est le 15 octobre 2008, le jour où on s'est mariés.
Tu reconnais ta maman? Je m'en souviens pas. C'est elle, ta maman. C'est arrivé à une autre fille du village. Elle a été vendue dans une autre province. La chose la plus précieuse qu'avait cette famille, c'était un gros buffle que le père avait acheté après avoir quitté l'armée. Au bout de plusieurs années, elle a réussi à passer un coup de fil à ses parents. Il l'a vendu et il a ramené sa fille. Dans notre région, le Guizhou, beaucoup d'hommes ne trouvent pas de femmes. Il n'y a rien qu'on puisse y faire. C'est la dure réalité. Je me dis que son nouveau mari sait peut-être même que nous la cherchons. Mais il n'ose pas avouer ce qu'il a fait. Liu Bing n'a aujourd'hui plus assez d'argent pour poursuivre lui-même les recherches. Tous ses espoirs, il les fonde désormais sur cette petite carte de poker, le 2 de pique, qui est en train de faire le tour du pays. La ville de Chuzhou, à 1300 km sur la côte est de la Chine. Un petit groupe de taxis distribue des jeux de cartes aux passants. Prenez ces cartes de poker et faites-les circuler. Ce sont des femmes qui ont disparu. Sur chaque carte, il y a un visage et son histoire, son âge, les circonstances de sa disparition. Vous pouvez nous contacter si vous avez une piste. À Chuzhou, mais aussi à Canton au sud de la Chine et à Dalian au nord, plusieurs centaines de chauffeurs bénévoles profitent de leurs courses pour distribuer les jeux de cartes dans les villages où ils soupçonnent que des femmes ont pu être vendues. Un jour, j'en ai sauvé une. J'étais au volant de mon taxi quand une jeune fille a couru vers moi. Elle a appelé au secours. J'ai vu un homme courir vers elle, il a tiré pour la kidnapper. J'ai crié « Arrêtez-vous » ou « J'appelle la police ». L'homme a pris peur, il s'est enfui. Derrière ces cartes, un informaticien révolté par ces disparitions. Shen Rao en a découvert l'existence en lisant dans le journal l'histoire de 3 de ces jeunes filles. Il a d'abord créé un site internet avant d'avoir l'idée d'imprimer ces cartes à jouer pour étendre la zone de recherche. Se contenter d'Internet pour diffuser les avis de recherche ne suffit pas. Parce qu'en Chine, il existe encore de nombreux endroits reculés qui n'ont pas accès à Internet. Ces jeux de cartes sont un moyen d'atteindre ces régions. Tous les jours, Shen Rao reçoit des messages d'anonymes qui pensent avoir aperçu la reine de cœur, ou le 4 de carreau, ou de familles qui lui signalent une nouvelle disparition. Il aide aussi les parents d'enfants disparus. Ces 30 000 avis de recherche ont permis de sauver une vingtaine de femmes piégées par des trafiquants. Mais aucune trace du 2 de pique, la femme de Liu Bing. Les retrouvailles sont souvent douloureuses parce qu'après plusieurs années, ces femmes sont devenues l'épouses de quelqu'un. Elles ont eu des enfants. Une autre famille s'est construite autour d'elles. Que font les autorités pour lutter contre ce trafic? Ni le ministère de la Sécurité publique à Pékin, ni aucune de ces antennes régionales n'ont accepté de nous répondre. Mais Pékin a fini par nous faire parvenir ces images, filmées par la police chinoise. Des policiers en train de faire un contrôle dans un train, d'autres en opération à la campagne, ou encore cette perquisition en décembre 2014 dans la région du Yunnan, dans le sud du pays. Ce jour-là, plusieurs trafiquants sont arrêtés, dont 2 femmes, soupçonnées d'avoir vendu d'autres femmes. Ces images ont probablement été tournées pour les télévisions chinoises pour prouver que les autorités mettent tout en œuvre pour empêcher les kidnappings de femmes. La caméra filme même l'interrogatoire des trafiquants. Un homme est venu me voir et il m'a dit que son cousin n'avait pas de femme. C'est lui qui m'a demandé de trouver une femme pour son cousin. Depuis quand vous servez d'intermédiaire? Depuis l'an dernier. Vous avez aidé à vendre combien de femmes? 7.
Comment est-ce que vous les avez approchés? Quelqu'un me les a amenés. Elles venaient d'où? Je sais pas, on m'a appelé, on m'a dit qu'elles allaient bientôt arriver par le train, je les ai récupérées et elles ont toutes été mariées dans mon village. Est-ce qu'elles sont de la région ou vietnamiennes? Elles sont toutes vietnamiennes? Oui. L'an dernier, 30 000 femmes ont été sauvées par la police chinoise. Des réseaux seraient démantelés tous les mois. Mais si les trafiquants sont passibles de 10 ans de prison, les paysans qui achètent une femme, eux, ne risquent que 3 ans au maximum. Nous retrouvons Lan Sui, le célibataire du Renan, à la gare de Shanghai. Lan Sui vient d'atterrir sur le sol chinois. Il a passé 2 mois en Indonésie. Il n'est plus seul. Sa femme s'appelle Lai. Elle vient d'un village indonésien en bord de mer. C'est la première fois qu'elle monte à bord d'un train. Sa femme, Lan Sui, l'a achetée. De la Chine, je lui ai dit que tout ce qu'elle avait en Indonésie, nous l'avions aussi. Il m'a dit que tous les endroits se ressemblent. Même ce qu'elle n'a pas dans son pays, nous on l'a en Chine. C'est la première fois que je quitte l'Indonésie. Je n'avais jamais quitté mon village avant. Vous faisiez quoi là-bas? Tu sais comment ça se dit en chinois? Gâteau. Oui, voilà, je faisais des gâteaux. Lan Sui a payé les trafiquants 10 000 €. Une partie de la somme a été versée au père de Lai en échange de la main de sa fille. Elle a appris quelques mots de mandarin en regardant des séries à la télévision. Elle est la 5e femme de son village à se marier avec un Chinois. La première fois que je l'ai vue, je me suis dit qu'elle était plutôt mignonne. Je ne savais pas encore qu'elle parlait un peu chinois. Du coup, j'ai demandé à l'agent de traduire pour moi. Je lui ai dit, elle me plaît, mais je ne suis pas sûr qu'elle veuille bien être avec moi. L'agent lui a demandé, et là il a dit oui. Lai ne sait rien encore de la vie qui l'attend en Chine. Se basant sur ce que lui ont dit les trafiquants, elle pense que son nouveau mari est un homme fortuné, que c'est le début d'une vie moins dure qu'en Indonésie. Chez toi, il y a la mer et la montagne. Ici, il n'y a ni la montagne ni la mer. Tu vas t'habituer. On est arrivé. Lai découvre Gangzhong, le village de célibataires. Allez, viens, viens. Elle va vivre sous le même toit que les parents de son mari. Il l'a fait venir grâce à un visa de rapatriement familial qu'elle devra renouveler tous les ans. Elle n'a pas le droit de travailler. Elle est belle ou elle est pas belle? Là, ici. Elle est où la fille? Elle est déjà là? C'est une belle fille qui l'a ramenée. Voilà ta belle-mère. Lai ne comprend pas le dialecte local. C'est ce à quoi vous vous attendiez? Je sais pas. On a économisé pendant 2-3 ans
Mais ça valait le coup. Maintenant, j'ai une femme. Il y en a qui n'en ont toujours pas trouvé. Au moins, dans mon cœur, je me sens moins seul. Ça y est, je suis heureux. Lai ne reverra probablement jamais l'Indonésie. Sa belle famille risque de tout faire pour l'en empêcher. Ils ont trop sacrifié pour risquer qu'elle s'enfuit. Maintenant, comme le dit un vieux proverbe, un bon fils doit donner à ses parents un héritier pour transmettre le nom. Combien de femmes achetées, de vies volées, d'hommes en trop, avant que ces campagnes tournent le dos à la tradition, qu'elles laissent naître les filles. La loi va peut-être les y aider. La Chine vient de décider la fin de l'enfant unique. Tous les couples ont le droit d'avoir 2 enfants depuis le 1er janvier. S'ils n'ont plus à choisir, peut-être se souviendront-ils de cet autre proverbe chinois qui dit que les femmes portent la moitié du ciel. En route pour les États-Unis, où cette semaine, après le Super Tuesday, Donald Trump a une fois encore distancé ses concurrents dans la course à l'investiture républicaine. Le milliardaire, chantre de l'ultralibéralisme, promet de rendre sa grandeur à l'Amérique. Pour y parvenir, Trump souhaite ériger un mur à la frontière mexicaine et veut interdire à tous les musulmans d'entrer sur le territoire américain. Il critique violemment l'action d'Angela Merkel en faveur des réfugiés et dit détester les losers. Pourtant, il ne manque pas aux États-Unis. La crise financière a jeté des centaines de milliers d'Américains dans la rue. Mais il y a peut-être une solution. Un projet baptisé Housing First, qui est aussi simple que révolutionnaire. Il s'agit d'abord de trouver un toit aux SDF et de les aider ensuite à reprendre leur vie en main. L'expérience montre que ça marche et cela revient même moins cher à l'État que de les laisser dans la rue. Un reportage de Catherine Montfajon de Découpage. Voilà, c'est chez moi. D'abord, j'ai perdu ma voiture, puis ma maison, et je me suis retrouvé à la rue. Ça fait 15 ans que j'y vis. Parfois, juste un sourire peut être merveilleux. Il n'y a pas besoin de me donner $1, un sourire. La reconnaissance que je suis un être humain me suffit. Vous seriez surpris de voir combien de gens, pour ne pas avoir à me regarder, simulent un appel. Ils consacrent une énergie folle à ne pas me regarder. Je peux pas te sourire, faut que j'envoie un SMS urgent à mon comptable. Comment croire que demain William, Scott, pourrait échapper à la rue et obtenir un appartement? Nous sommes à Los Angeles, une ville en pleine rénovation avec des loyers de plus en plus élevés. Une ville qui ne sait plus comment se débarrasser de ses sans-abri. On les a arrêtés, chassés. Pourtant, ils sont chaque jour plus nombreux. Alors que faire? Les autorités sont désormais intéressées par une nouvelle solution. C'est une méthode conçue par ce psychologue Sam Tsemberis, qui révolutionne la façon dont on traite le problème des sans-abri. Il propose une solution d'une simplicité confondante, puisqu'il s'agit de loger les sans-logis.
Les gens peuvent dire, pourquoi donner des maisons à ces gens-là quand nous-mêmes devons travailler si dur pour avoir les nôtres? Le fait est qu'avec nos impôts, nous payons déjà pour les sans-abri. Nous payons pour les interventions de la police, pour leur séjour à l'hôpital. Cela coûte en fait moins d'argent de donner un logement à des SDF que de les envoyer continuellement à l'hôpital ou en prison. Sa méthode est en fait l'inverse de ce qu'on pratiquait. Au lieu de demander aux SDF de régler leurs problèmes d'alcool ou de drogue, puis de leur donner un toit en récompense, on les loge d'abord et on s'occupe de les soigner ensuite. Il y a urgence. Mais comment appliquer cette méthode dans cet océan de misère? C'est le travail d'Anthony Ruffin, qui recherche les cas les plus difficiles, ceux qu'on n'arrivait pas jusque-là à sortir de la rue. Aujourd'hui, il veut retrouver une femme qu'il suit depuis un mois. Elle n'est pas là. Elle est parano. Elle aime pas être au milieu des gens. Et elle veut pas aller dans les centres d'abri. Vous ne l'avez pas vue ce matin? Et hier non plus? Donc là, c'est sa maison. C'est là qu'elle vit depuis 19 ans. Là, il y a cet abri dans les buissons. C'est pour ça qu'elle a choisi cet endroit. Parce qu'elle peut s'y abriter quand il pleut. Elle va probablement mourir dans la rue si on ne la sort pas de là cette année. Anthony travaille pour l'association Housing Works, une des toutes premières à adopter la méthode d'un logement d'abord. Ils sont une trentaine pour aider près de 500 SDF à trouver un appartement et surtout à le garder. Ces gens-là vivent dans la rue depuis longtemps, depuis 10 ans, 20 ans, 30, voire 40 ans. Vous croyez vraiment qu'ils vont nous faire confiance quand nous arrivons pour leur dire « Nous voulons vous aider à avoir une maison » ? Ils ne nous croient pas. Il nous faut revenir et revenir encore. Anthony Ruffin travaille avec Rudy Salinas. Tous deux se relaient auprès des personnes qu'ils vont aider, 7 jours sur 7. Anthony et Rudy sont habitués à écouter des récits de vie fracassés. Mais celui de Scott Robinson va les abasourdir. J'ai tout quitté à New York. Je vivais avec ma fiancée et son fils. On m'envoyait en avion faire mon one-man show aux 4 coins des États-Unis. Mon dernier contrat, c'était $6 500 pour 2 jours. Vision Warrior is a theatrical lecture presentation on substance abuse. Un mec qui a vu ma vidéo m'a dit « Mais enfin Scott, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'avais une vie avant. » Je lui ai dit « Mais putain, qu'est-ce que tu crois? J'existe toujours, tu crois que je suis resté assis sur mon cul à rien faire? Je me suis battu pour survivre, mec. » Scott va leur raconter comment il a tout arrêté pendant 2 ans pour s'occuper de sa mère mourant d'un cancer. Puis, comment la dépression le conduira à la rue. Là, j'ai réalisé que ma voiture était devenue ma maison. Puis, après avoir tout perdu, comme en dormant dans un parking, Scott sera écrasé par une voiture qu'il n'avait pas vue. Un pneu a roulé sur ma cheville. L'autre pneu a roulé ici. Un 4x4, 2 tonnes. Ça a été d'une telle douleur. Je n'avais jamais eu aussi mal de ma vie. Mon travail, tu vois, c'est de t'aider à réaliser ce que tu souhaites faire. Merci, mon frère. Yeah, absolutely. Thank you, brother. Tout près de là, ce même jour, Anthony et Rudy vont rencontrer pour la première fois un couple vivant depuis 10 ans dans ce terrain vague. T'as quel âge? 40 ans. Tu fais jeune toi aussi. Ils apprennent que Michelle a servi dans l'armée américaine. À ce titre, elle aurait déjà dû être relogée. Car le programme Housing First, ou Un logement d'abord,
est aussi utilisé pour éradiquer le problème des vétérans encore dans la rue. Mais Michel ne fait plus confiance à personne. La plupart des gens qui viennent pour nous faire remplir des papiers, ils disent « allez voir machin, nous on doit partir », et puis ils nous oublient. C'est vraiment pas la peine, ils s'en foutent de nous. Ouais, je comprends. Si on veut s'occuper de gens comme nous, il faut se montrer patient. Parce que je dirais 80% des gens qui vivent dans la rue se défoncent avec quelque chose. Et ça, faut pas l'oublier, parce que le jour où ces gens seront logés, ils viendront aussi avec leurs addictions. Avec nous, si vous consommez de l'alcool ou de la drogue, tant que vous payez votre loyer et que vous êtes un bon voisin, ça va. Ouais, et allez pas embrouiller le monde avec vos problèmes. Ça fait du bien de voir des gens qui n'en ont pas rien à foutre. Les gens pensent que les SDF qui se droguent devraient d'abord arrêter la drogue avant d'avoir un logement, qu'ils ne le méritent pas. Mais c'est un raisonnement totalement illogique. La drogue, c'est un problème de santé, ce n'est pas un crime. Donc, ce qu'on doit faire, c'est les aider d'abord à se loger pour qu'ils aient la stabilité nécessaire pour se soigner. Ce matin, Rudy est venu chercher Scott pour refaire faire ses papiers d'identité qui lui avaient été volés. I know, I could have parked you like 2 miles away. I'm gonna go in this line with the carpet right now. Une heure plus tard, Scott a retrouvé une existence aux yeux de la société. C'est une carte d'identité provisoire. Une fois que tu auras ton appart, on te fera des papiers définitifs avec ta nouvelle adresse. Ça va nous ouvrir toutes les portes nécessaires. Ça, c'est fait, mon vieux. Ouais, ma coiffure est pas mal, hein. Ouais, c'est bien. Tu ressembles à Omar Sharif. C'est pas à lui que tu aimerais ressembler? Non, si je voulais ressembler à quelqu'un, ce serait à mon père. Scott semble heureux. Mais le lendemain, il va pourtant rater un autre rendez-vous important. Ce qui ne découragera pas Anthony, venu le chercher. Je ne suis pas surpris. Scott vit dans la rue. Il doit survivre. Il a dû faire la manche ou autre chose de plus important. Les gens ratent beaucoup de rendez-vous. Mais c'est pas grave. C'est mon boulot de revenir vers eux et de m'assurer qu'ils ne rateront pas le prochain rendez-vous. Rudy rencontre les mêmes problèmes tout le temps. Aujourd'hui, il vient chercher William, sans savoir s'il le trouvera. Des fois il est là, des fois il est pas là. On a un rendez-vous qui est super important aujourd'hui. J'espère qu'il sera là parce que j'ai beaucoup travaillé pour l'obtenir. Va derrière et mets ta ceinture, ok? Et quoi le reste de ton programme aujourd'hui? Rien à faire. Donc t'as le temps. Ils ont rendez-vous dans une clinique du quartier de Skid Row. Skid Row, c'est une véritable cour des miracles. Un ghetto pour pauvres, au cœur même de la ville. Quelques heures plus tard, à la sortie de la clinique, il faudra que Rudy trouve les mots justes pour atténuer les mauvaises nouvelles. Comment tu te sens? Ça va. J'ai de mauvaises nouvelles, mais ça va. Mauvaise nouvelle, oui. Tu viens d'apprendre que tu as une hépatite C. Ça veut dire quoi pour toi? Je me sens un peu dingue à l'intérieur. C'est vraiment grave. Si tu sens que le traitement ne te convient pas, tu me le diras. Ouais. Ok. J'ai 50 ans et je suis toujours en forme. Oui, l'hépatite C, c'est la seule chose qui ne va pas. Ok. Avec chaque SDF, Anthony comme Rudy accomplissent un marathon administratif qui peut durer des mois.
Anthony est à 2 doigts de décrocher un appartement pour Thomas, qui vit depuis 14 ans sur les trottoirs d'Hollywood Boulevard. Mais sa santé l'inquiète. Alors, comment ça va, monsieur Comet? Mes allergies me rendent dingue. Pourquoi tu n'aimes pas les abris? Il y a trop de voleurs. T'as déjà vu un psychiatre? Oh, il y a au moins 11 ans. 11 ans? Et il a dit quoi? Dépression. Schizophrène. Ne fera de mal à personne, ni à lui-même. Et c'est un ami à toi là-bas? Oui, je le connais. Tu le connais? Ça fait longtemps qu'il est SDF? Ça doit faire longtemps, vu la façon dont il fait les choses. C'est quand la dernière fois que t'as pris une douche? Je m'en souviens pas. Bon, à mardi. Fais gaffe à toi, mon pote. Allez. Je pense qu'il a la gale. Donc je vais l'emmener prendre une douche. Parce que la dernière chose que je veux, c'est qu'il se gratte devant le propriétaire. Rudy retourne voir Michelle et Michael. Vous faites quoi le mois prochain? On a prévu de se marier. Oh, tu es magnifique, vraiment. Les antécédents psychiatriques de Michelle et Michael sont lourds. Rudy le sait. Il sait qu'ils auront besoin d'aide probablement durant des années. Entrez, asseyez-vous. Le contrat qu'ils signent aujourd'hui les engage dans un véritable partenariat avec l'association Housing Works. Soyons vraiment très clairs. À Housing Works, toute la famille des gens qui travaillent ici et moi-même avons un plan pour vous obtenir un appartement. Ok ? Notre projet, ce n'est pas simplement de vous y installer, mais de vous suivre et de faire partie de votre vie, si vous nous le permettez, pour être certain que vous n'aurez plus jamais à dormir sous une tente. Génial. Vous êtes d'accord ? Oui. Qu'est-ce que vous attendez de nous ? De l'honnêteté. De l'honnêteté. De l'honnêteté. J'attends que vous fassiez ce que vous nous promettez. Parfois, quand je suis sur le point de loger quelqu'un, je regarde par la fenêtre et je vois une autre personne qui est presque dans la même situation que celle que je suis en train d'aider. Et je réalise que pour chaque personne que je loge, il y en a 10 ou 20 qui attendent. Donc ça peut rendre mon travail décourageant. Mais il faut foncer parce qu'on sait qu'on a le bon remède pour résoudre le problème. Le grand jour est arrivé pour Thomas. Il va visiter l'appartement qu'il pourrait habiter si le propriétaire l'accepte comme locataire. Alors cette douche? Trop froide. Il a fallu que j'apprenne à faire marcher leur bazar. Je voulais de l'eau chaude, j'ai fini avec de l'eau froide. L'appartement est dans cet immeuble sur Hollywood Boulevard. Exactement le quartier souhaité par Thomas. Très peu de logements sociaux ayant été construits depuis les années Reagan, toute la difficulté est de trouver des propriétaires conciliants. On a une super vue. Vous allez voir la colline d'Hollywood. Oh, wow. Nice. Oh, wow. Oh my goodness. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Oh, mon Dieu. Wow. Regarde la vue. Oh, wow. Yeah. Oui, on voit bien le panneau. This is nice, Thomas. C'est vraiment bien, hein, Thomas? Oui, ça me plaît. Like it? Ça te plaît? Oui, vraiment.
J'espère que je pourrai en faire mon chez-moi. On fera en sorte que tu te sentes chez toi. J'ai enfin trouvé un endroit qui me plaît. Félicitations. Félicitations. Merci, monsieur. Merci de m'avoir aidé à t'aider. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Anthony a obtenu que les 3/4 du loyer soient pris en charge par un programme d'aide aux plus démunis. Thomas devra payer $250 sur les $1100 du loyer. Il pourra le faire grâce à sa pension d'invalidité de $900. Le propriétaire semble coopératif. Il a un numéro de téléphone? Non, il n'a pas de téléphone. Bon, alors je vous contacte vous. Ouais. Du moment qu'il se sent bien ici, je suis content de l'avoir comme locataire et je lui souhaite la bienvenue. Tout le monde a droit à une seconde chance dans la vie. Mais comment Thomas va-t-il s'en sortir seul dans son appartement? Comment va-t-il se réadapter à une vie normale après avoir dormi 14 ans sur un trottoir? Le logement, c'est juste la première étape. Ensuite, il leur faut un soutien psychologique, un soutien médical. Il faut les aider à gérer leur vie. Si vous amenez quelqu'un de la rue dans un appartement et que vous l'y laissez seul, il y a peu de chances qu'il s'en sorte. Il va se casser la figure très vite. 85% des SDF relogés arrivent à conserver leur appartement. Anthony a des soucis avec l'un d'entre eux, un artiste qui a vécu 30 ans dans la rue. Il a un problème cardiaque, il a du diabète. Parfois, je dois retourner 3 fois par semaine pendant un mois avant qu'il n'ouvre la porte. Ça peut poser des problèmes. Comment vous faites pour ne pas perdre patience? Ben, je ne peux pas perdre patience. Parce que si je les lâche, ils peuvent perdre leur appartement et s'ils retombent dans la rue, ça peut aussi leur coûter la vie. Salut. Ça va toi? Tu dormais? Ça va toi? Je vais bien. Comment tu t'en sors avec tes médicaments? Tu dois me rappeler, tu dois me laisser rentrer dans l'appartement pour qu'on puisse en parler. Tu veux pas voir ton docteur? Pas si je peux l'éviter. J'ai des trucs à faire, moi. Ça te prendrait 4 heures maximum par mois, ces rendez-vous. Mais tu ne comprends pas ma vision du monde. Ta vision du monde? T'es pas un artiste, mec. T'es un travailleur social. Je suis pas un artiste, je te l'accorde. Je suis peut-être un peu difficile à comprendre, un petit peu excentrique pour toi. Je veux pas te rabaisser, mais c'est comme ça. Les artistes sont sur un autre niveau que les autres gens. Ok, je comprends tout à fait. Moi, j'ai mon propre état d'esprit. Ok, tu as ton propre état d'esprit, d'accord. Mais faut que tu comprennes, moi j'ai un boulot à faire. Et c'est quoi mon boulot? T'inquiéter pour ma santé? Alors pourquoi tu m'autorises pas à faire mon boulot? Parce que je viens 3 fois par semaine, je frappe à ta porte, et tu me laisses pas rentrer. Et maintenant que je suis finalement là, tu me dis, tu sais quoi, oublie mes rendez-vous médicaux. Quoi qu'il en soit, j'ai mon art, mes inspirations. Là, je vais écrire une chanson. Donc la façon dont tu veux gérer ton diabète, c'est en faisant de l'art? En quelque sorte. Ce que nous avons appris, c'est que la relation que nous construisons avec chaque personne, c'est la fondation de notre travail. Du coup, s'ils commencent à avoir des problèmes sérieux, on les affrontera ensemble car ils seront honnêtes avec nous. Et c'est ce qui fait qu'on peut intervenir, les aider et réussir à ce qu'ils gardent leur appartement.
On finit par devenir une famille pour ces gars-là. Donc, un logement d'abord, ça marche. Mais ce qui nous manque, ce sont les logements. Ce qu'il manque aussi, ce sont les abris. Au point que des églises accueillent les nuits d'hiver les SDF. Ils viennent y trouver chaleur et sécurité, comme Michael et Michel. Ma meilleure amie a rencontré dans le bus une dame et lui a raconté qu'elle allait m'aider à me faire une robe de mariée. Le lendemain, cette femme nous a offert ceci. Michael veut qu'on se marie le jour où on aura notre appartement. L'histoire devrait joliment se terminer pour Michel et Michael. Mais il y a dans cette église des jeunes, des femmes, des familles qui n'ont aucune chance de bénéficier de ce programme de relogement. Ils ne sont pas prioritaires parce qu'ils ne sont pas dans la rue depuis très longtemps. Ce programme pourrait-il être élargi à tous? On peut régler le problème des sans-abri, on a la solution. Mais la résistance qu'on rencontre pour l'appliquer à grande échelle, c'est que les gens ne comprennent pas qu'en fait on économisera de l'argent comme ça. Les gens pensent toujours que pour sortir de la pauvreté, il faut le mériter. Il reste ce jugement moral. Je pense qu'il s'agit surtout de faire de ce problème une priorité. Seulement, les SDF ne votent pas, et il n'y a pas grand monde pour les défendre. Il sera encore question des États-Unis la semaine prochaine, mais pour une toute autre raison. La Californie meurt de soif. Les lacs sont à sec, les feux de forêt menacent les zones habitées. Pour autant, tous les Américains ne semblent pas prêts à changer leurs habitudes. Vous en saurez plus avec William Irigoyen. Bonne semaine. Ihnen eine gute Zeit. Bis bald. Ihr Birte.